Monsieur le Président, n'allez pas en Irak. C'est dans toute la presse algérienne, sur tous les réseaux sociaux. Ici, c'est Al Khabar. Et ici, c'est Algérie 360. Tebboune ne te rend pas en Irak. Donc ce hashtag est en train de faire des fureurs aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe? De quoi s'agit-il? Il y aura, au mois de mai, à la mi-mai, Inch'Allah, le sommet arabe. Donc le sommet qui rassemble les 20 chefs d'État arabes à Bagdad, en Irak. Vous savez que chaque année, à peu près, les chefs d'État arabes se rencontrent pour essayer de faire le point sur la situation dans le monde arabe. Et vous savez que le dossier le plus chaud est et reste la question de Gaza. Récemment, il y avait une réunion importante au Caire pour parler de la reconstruction de Gaza. Et vous savez que le président Saad Abdelmajid Tebboune a décidé de ne pas se rendre à la conférence du Caire, où il a été décidé un plan de reconstruction à hauteur de 53 milliards de dollars, et le président Saad Abdelmajid Tebboune a envoyé son ministre des Affaires étrangères pour le représenter, en l'occurrence M. Ahmed Attar. Alors pourquoi ce hashtag? Pourquoi aujourd'hui une très forte majorité d'Algériens ne souhaitent pas que le président algérien se rende à Bagdad? Vous savez que depuis le 20 avril, l'Algérie a voté une loi sur la mobilisation générale, car, on le voit bien, nous avons des problèmes sérieux avec l'ensemble de nos voisins, que ce soit le voisin de l'Ouest, le Maroc, les voisins du Sud, le Mali, le Niger, et un peu plus au Sud, au Sahel, le Burkina Faso, sans parler évidemment du problème que nous avons avec la Libye qui vit une instabilité permanente depuis 2011, et bien sûr, le chef d'orchestre de cette déstabilisation, c'est évidemment depuis le 30 juillet 2024, l'État français, depuis que son président a décidé de reconnaître de façon unilatérale la marocanité du Sahara occidental. Bref, l'Algérie a pris conscience que cette instabilité peut être la source de problèmes à venir, et elle a décidé, au travers de cette loi sur la mobilisation nationale, de se préparer à toute attaque éventuelle. Et avec ce qui se passe au Liban, au Soudan, en Syrie, en Iran, rien n'est garanti aujourd'hui. Et c'est pourquoi le peuple algérien, et notamment sur les réseaux sociaux, a décidé de demander au président de la République, Saad Abdelmajid Tebboune, de ne pas se rendre à Bagdad, de la même façon que j'avais salué la décision du président Tebboune de ne pas se rendre au Caire. Je crois que ce serait une sage décision de ne pas se rendre à Bagdad. Alors, donner un conseil, c'est une chose, encore faut-il l'étayer. Vous savez, depuis plusieurs mois, je vous parle du très grand diplomate algérien, feu Mohamed Seddiq Ben Yahya, négociateur déviant, brillant avocat, brillant ambassadeur, brillant ministre des Affaires étrangères, et il a été notre fierté en janvier de 1981 lorsqu'il a réussi à faire libérer 52 diplomates américains qui étaient pris en otage dans l'ambassade américaine à Téhéran, en Iran. Alors, je profite pour vous montrer cette fresque qui a été dessinée, peinte par l'artiste Damo à Djigel, et qui représente l'ancien ministre des Affaires étrangères, feu Mohamed Seddiq Ben Yahya, qui est natif de Djigel, avec un avion qui a été torpillé par des missiles irakiens. Pourquoi missiles irakiens? Car feu Mohamed Seddiq Ben Yahya s'était rendu en Iran et ensuite normalement en Irak pour mettre fin à la guerre entre ces deux pays musulmans, guerre qui avait été déclenchée par l'Irak
en 1980 et qui s'est terminé en 1988 par la mort d'1 million de soldats et de civils irakiens et iraniens, et dans tous les cas, c'était des musulmans. Et dès 1981, feu Mohammed Sédir Ben Yahya avait proposé sa médiation pour mettre fin à cette guerre fratricide. Lorsqu'il s'est rendu en Iran, sa décision n'a pas plu au président irakien feu Saddam Hussein qui voulait continuer la guerre. Pourquoi il voulait continuer la guerre, le président irakien? Car 90% du pétrole iranien se trouve dans la partie arabe de l'Iran. Il faut savoir que les Iraniens ne sont pas des Arabes, ce sont des Perses. Mais il y a une région frontalière entre l'Irak et l'Iran qui s'appelle le Khouzistan, les Irakiens l'appellent l'Arabistan, et qui est peuplée essentiellement d'Arabes. Et c'est justement dans cette partie arabe de l'Iran qu'il y a 90% du pétrole iranien. Et Saddam Hussein, quand il a décidé de déclarer la guerre en 1980, c'était pour récupérer 90% du pétrole iranien en occupant cette province arabe de à l'époque on l'appelait ça, la monarchie perse. À l'époque il y avait un empereur qu'on appelait le Shah d'Iran. Malheureusement, ces calculs bassement énergétiques et bassement financiers se sont traduits par 1 million de morts et la destruction des deux pays. Et donc Saddam Hussein ne voulait surtout pas qu'il y ait la paix entre l'Iran et l'Irak, en tout cas pas avant d'avoir occupé cette partie si importante aux yeux du président irakien. Et que s'est-il passé? Au mois de mai, c'est pour ça que la date du mois de mai est terrible, au mois de mai 1982, Saddam Hussein a envoyé 2 chasseurs irakiens pour envoyer des missiles dans l'avion algérien de la République algérienne qui transportait 13 hauts fonctionnaires et membres d'équipage, dont un journaliste. Et malheureusement, cet avion a été abattu par l'État irakien sur ordre de Saddam Hussein. Donc c'était le 3 mai 1982. Là, c'est un article du Monde qui relate donc ce torpillage par l'armée irakienne de l'avion algérien. On était à 130 km de l'Irak, à la frontière entre l'Iran et la Turquie. Comment imaginer qu'un homme qui a voulu faire la paix entre l'Irak et l'Iran a été tué par un pays frère? C'est comme ça qu'on les appelle, les pays arabes. Vous savez, l'Algérie, depuis le président feu Ahmed Ben Bella, considère que les pays arabes sont des pays frères. Eh bien non. Chaque pays a ses propres intérêts. Et l'Irak de Saddam Hussein n'avait aucun intérêt à ce que le plus brillant des diplomates algériens puisse réussir sa médiation entre l'Iran et l'Irak pour mettre fin à cette guerre. Je vous rappelle que avant de connaître ce destin tragique, feu Mohammed Sédir Ben Yahya avait réussi un exploit qu'aucune diplomatie au monde n'avait réussi à faire. C'était libérer ces fameux otages américains qui étaient des diplomates. Oui, oui, je sais que certains me disent, mais arrête de vivre dans le passé. Non. Quand on est sérieux sur le plan politique et diplomatique, le passé doit être une source de connaissances et une source de sagesse. Le pire dans cette tragédie qu'il y a eu en Irak, c'est que 1 an avant aussi, et là c'est relaté aussi, c'était le 30 mai 1981, 1 an avant, imaginez, le même ministre des Affaires étrangères algérien, feu Mohammed Sédir Ben Yahya, a là aussi failli mourir dans son avion algérien alors qu'il était à quelques kilomètres de l'aéroport de Bamako au Mali. Aujourd'hui, vous avez vu la crise diplomatique qu'il y a entre l'Algérie et le Mali. Donc, on nous reproche d'avoir abattu un drone malien, mais regardez ce qui s'est passé. En 1981, le 30 mai 1981, et c'était 5 mois après avoir réussi l'exploit de libérer les diplomates américains. Notre ministre des Affaires étrangères
On a cru qu'il était mort le 30 mai 1981. Il a été gravement blessé. On a mis 20 heures pour le retrouver. Et à la télévision et à la radio algérienne, on annonçait sa mort avant ce miracle qu'il était encore vivant. Il lui a fallu plusieurs mois de convalescence. Mohamed Siddiq Ben Yahya. Et 1 an après ce premier accident, près de Bamako, il a été à nouveau victime d'un tir de missile, cette fois-ci, de ce pays frère qui était l'Irak. Et vous savez pourquoi ce Mohamed Siddiq Ben Yahya avait fait escale à Bamako? Il allait se rendre à Freetown. Et devinez pour parler de quoi? Pour parler du Sahara occidental, notamment. Il y avait aussi la question du Tchad, bien sûr. Mais c'était pour essayer de trouver une solution définitive à ce problème du Sahara occidental qui empoisonne l'Afrique, qui empoisonne les relations entre les pays d'Afrique du Nord depuis déjà 50 ans. Voilà cet homme. C'est feu Mohamed Siddiq Ben Yahya. Vous savez, l'Algérie est vraiment traumatisée. Traumatisée parce que l'Algérie veut toujours faire du bien et malheureusement, tout le monde ne veut pas le bien de l'Algérie. Et si j'insiste sur cette affaire irakienne, c'est parce que l'Algérie était une grande dame de la diplomatie dans les années 80, de la même façon qu'on avait une très grande équipe de football. Et vous le savez, l'Algérie a battu l'Allemagne en 1982. C'était la belle époque. Belle époque au niveau sportif, belle époque au niveau diplomatique, belle époque au niveau pétrolier, car avec la guerre Iran-Irak, les revenus du pétrole ont été multipliés par 4. Bref, c'était la belle époque sur tous les plans, sur le plan intellectuel, sur le plan culturel. C'est l'époque où les Américains nous respectaient. C'est l'époque où le secrétaire d'État américain, Warren Christopher, était resté 1 mois à Blida en attendant l'exploit de feu Mohamed Siddiq Ben Yahya pour libérer les diplomates algériens. C'est l'époque où, en 75, nous faisions la paix entre les pays, entre l'Irak et l'Iran en 75, avec au milieu ici, feu Houari Boumediene. Donc oui, le peuple algérien a raison de demander au président algérien, si Abdelmajid Tebboune, de ne pas se rendre en Irak, car l'Irak est un pays extrêmement fragile, extrêmement fragile. Et n'oubliez pas ce qui s'est passé au mois de mai dernier. Le 19 mai dernier, que s'est-il passé dans cette région? Vous savez ce qui s'est passé. Le président iranien a été tué dans son hélicoptère, alors qu'il venait de faire une visite historique chez son voisin l'Azerbaïdjan. Et oui, dès le 23 avril 2024, que disait-on? Regardez, que disait-on? On disait que le président iranien était attendu en Azerbaïdjan pour une rare visite. Une rare visite. Et 1 mois après, le 19 mai 2024, il mourait dans son hélicoptère. Il y avait 3 hélicoptères. L'hélicoptère dans lequel il y avait le président Ibrahim Raisi et 2 autres hélicoptères qui l'accompagnaient. Et comme par hasard, c'est l'hélicoptère dans lequel était le président iranien qui a explosé. Mai 2024, président iranien meurt dans son hélicoptère de retour d'Azerbaïdjan. Mai 1982, Mohamed Siddiq Ben Yahya meurt avec 12 diplomates et membres d'équipage d'un journaliste algérien dans un avion algérien à la frontière irano-turque à cause d'un missile irakien. Mai 1981, le ministre des Affaires étrangères Mohamed Siddiq Ben Yahya a failli mourir dans un avion à quelques kilomètres de l'aéroport de Bamako. Et comme par hasard, mai 2025, le sommet arabe aura lieu à Bagdad. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre que le mois de mai n'est pas un bon mois pour prendre un avion, ni un hélicoptère. Donc oui, le peuple algérien a raison de demander au président algérien de ne pas se rendre
à Bagdad. Et d'ailleurs, pourquoi aller à Bagdad? Oui, bien sûr, on est reconnaissant de voir que le président irakien est venu en Algérie, lorsque l'Algérie avait organisé le sommet arabe. J'étais en prison, j'ai vu les images de ce sommet qui était une réussite. Mais ce n'est pas parce que le président irakien est venu en Irak qu'on doit forcément plutôt honorer cette invitation en nous rendant nous-mêmes. Non, c'est pas le moment. Et le peuple algérien a raison. Et je me joins au conseil du peuple algérien, au président algérien de ne pas se rendre à Bagdad. C'est pas du tout le moment. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les responsables du Hezbollah, les responsables du Hamas qui ont été assassinés par des missiles de Tel Aviv. Non, ce n'est pas le moment. Et vous savez, lorsqu'il y a une fragilité diplomatique, une fragilité politique, il faut parfois revenir dans les archives de l'histoire. Que s'est-il passé la nuit du 31 août au 1er septembre 1969? Le roi de Libye, Idriss Ier, qui est un Algérien, je vous le rappelle, le roi de Libye, pendant 2 siècles, il y avait une royauté en Libye. Et c'était une royauté algérienne, dont les origines sont à Mazouna, la ville où est née ma maman. Vous savez que ma maman est d'origine de Béjaïa, mais elle est née à Mazouna, dans la wilaya de Rilizane actuelle. C'est une grande zaouïa qui s'appelle la Senoussia, qui a été fondée en 1837 à Mazouna, la même année que le traité de Tafna entre l'émir Abdelkader et la France. Et le roi de Libye est un Algérien, comme le calife de toute l'Afrique du Nord, le calife Almohad de la dynastie des Almohadidines, était un Algérien né à Nadroma. Et la nuit du 31 août au 1er septembre 1969, le colonel Kadhafi, pendant que le roi Idriss Ier de Libye est parti se soigner en Turquie, à Bourse notamment, a été détrôné par le colonel Kadhafi. Et oui, parfois quand on voyage, il y a 2 risques. Ou bien on se fait assassiner dans son avion, ou bien il y a un coup d'État qui est organisé dans votre propre pays alors que vous allez vous soigner dans un autre pays. C'est ce qui s'est passé avec le roi Idriss Ier la nuit du 31 août au 1er septembre 1969. C'était dans toute la presse, bien sûr, vous pouvez vérifier. À l'époque, le colonel Kadhafi n'était que capitaine, il avait 27 ans. Et donc, il avait profité du voyage médical de son roi algérien pour renverser la monarchie libyenne. Il n'y a pas qu'en Libye où il y a eu un coup d'État au moment où son roi est parti se soigner en Turquie. Il y a aussi au Ghana. Vous connaissez le grand panafricaniste ghanéen, l'intellectuel qui a passé 10 ans aux États-Unis, qui s'appelle Kwame Nkrumah. Eh bien, figurez-vous que 3 ans avant le coup d'État en Libye, c'est-à-dire le 24 février 1966, alors qu'il se rendait en Chine et dès qu'il est arrivé à Pékin, reçu par Mao Tse-tung, on lui apprend, Monsieur le Président, vous n'êtes plus président. Il y a eu un coup d'État pendant votre vol entre le Ghana et la Chine. Vous vous rendez compte? Pendant qu'il allait honorer, j'aimerais dire son pays et toute l'Afrique avec ce voyage en Chine, certains, téléguidés par qui? Téléguidés par l'Angleterre, ont organisé un coup d'État alors qu'il se rendait en Chine, le grand Kwame Nkrumah. Vous savez, faut faire attention quand on est chef d'État, surtout quand on vit une période très difficile. Maintenant que je vous ai cité 2 raisons pour lesquelles notre président ne devrait pas se rendre en Irak, d'abord parce que l'Algérie, la diplomatie algérienne a été meurtrie par la traîtrise du président irakien Saddam Hussein en 82 lorsque cet avion de la République algérienne a été abattu par les militaires irakiens. Et à ce sujet, je tiens à rappeler
que la personne qui était responsable de la commission d'enquête sur cet avion abattu par l'armée irakienne, c'est l'actuel président du Conseil de la Nation, c'est-à-dire du Sénat algérien, Si Salah Goudjil. Lui-même a dit, lorsqu'il avait fait son enquête en Irak et qu'il avait rencontré le président irakien, il a confirmé que c'était l'Irak qui avait abattu l'avion irakien. Et un pays qui a l'habitude d'abattre des avions il y a 43 ans peut très bien le faire aujourd'hui, pour des raisons différentes bien sûr, car le contexte a changé. Alors, ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que parfois quand on voyage en visite officielle à l'étranger, certains ont intérêt à faire des coups d'État. Et n'oubliez pas ce qu'a dit l'ancien juge antiterroriste Mark Trevidic. Il avait dit qu'il serait très heureux s'il y avait un renversement de régime en Algérie. Et vous savez qu'il y a une 5e colonne en Algérie, téléguidée par Paris. Donc, prudence, prudence, prudence. Enfin, la troisième raison pour laquelle je crois qu'il n'est pas bon pour le président algérien de se rendre en Irak, c'est que depuis l'invasion illégale de l'Irak par l'ancien président américain George Bush Jr., l'Irak n'est pas souveraine. L'Irak n'est pas indépendante. Et je vais citer quelques exemples. Est-ce que vous savez que en 2003, après 2003, lorsque c'était un Américain qui gérait l'Irak, qui s'appelle Bremer, est-ce que vous savez qu'entre 6 et 18 milliards de dollars qui appartenaient à l'Irak ont été volés? 18 milliards. Les Américains avouent 6,4 milliards, mais les Irakiens parlent de 17 à 18 milliards de dollars qui ont été volés alors qu'ils étaient sous la protection américaine. Alors pourquoi? Je vais vous expliquer cela. Il faut savoir que depuis 2003, l'argent du pétrole irakien ne va pas directement à la banque centrale irakienne. Depuis 2003, l'argent du pétrole irakien va d'abord sur un compte de la banque fédérale, la banque centrale irakienne, dans une banque américaine à New York. Il faut le savoir car l'opinion publique n'est pas au courant. Donc depuis le 22 mai 2003, les recettes en devises des compagnies pétrolières ne vont plus au trésor public irakien, mais sur un compte ouvert au nom de la CBI à la filiale new-yorkaise du Federal Reserve System, la banque centrale américaine. Depuis le 22 mai, donc je retrouve le mois de mai, le fameux, c'est le mois de mai de la malédiction. Et quelque part, l'Irak vit la même chose que les pays de la zone franc, comme on dit, avec le franc CFA des pays d'Afrique de l'Ouest. Vous savez que 50% des réserves de ces pays-là sont à la banque centrale à Paris, banque centrale française. Et l'Irak, malheureusement, n'a aucune indépendance. Vous savez qu'après que l'Irak ait envahi le Koweït en août 1990, l'Irak a été obligé de rembourser 52 milliards de dollars. À vrai dire, c'est normal, car quand on envahit un pays, évidemment qu'il y a des réparations à payer. Donc l'Irak a fini le remboursement de ces 52 milliards de dollars au Koweït en 2022. Mais malgré cela, vous savez que la guerre est finie en Irak. Vous savez que les troupes américaines sont parties de l'Irak. Eh bien, malgré le départ des troupes américaines, malgré le fait que l'Irak a remboursé 52 milliards de dollars au Koweït, l'Irak n'est toujours pas indépendante. L'Irak n'a toujours pas de souveraineté totale. Et c'est important à dire, car un pays qui n'est pas capable de garantir son argent, car dites-vous bien que chaque mois, il y a un avion cargo américain qui va prendre du liquide, c'est-à-dire des dollars, à la banque de New York, et ces dollars-là en cash, cet avion cargo américain va à Bagdad, et cet argent va aller ensuite à la banque centrale irakienne, et c'est comme ça que l'Irak
tous les mois, je dis bien tous les mois, paye ses fonctionnaires, paye les coûts des infrastructures liés donc au développement de son pays, mais cet argent n'est pas directement dans les banques irakiennes. C'est un peu la même chose que pour le Hamas. Vous savez que chaque mois, le Qatar, avec l'accord de Tel Aviv, envoyait l'équivalent de 30 millions de dollars à Gaza pour payer les fonctionnaires et les policiers de Gaza avant le 7 octobre. Donc bref, tout ça pour vous dire que l'argent de l'Irak est toujours sous contrôle américain. Alors je vous ai parlé des 6 à 18 milliards de dollars. Vous savez que en 2011, déjà, l'Irak recherchait les 17 milliards de dollars qui ont été volés. Est-ce que vous imaginez? Un pays qui n'est pas capable d'assurer la sécurité de son pays. Vous savez qu'il y a des attentats pratiquement toutes les semaines en Irak, qui n'est pas capable de garantir son propre argent, qui n'a même pas la souveraineté sur les ventes de pétrole. Comment voulez-vous lui faire confiance? Et je continue. 2024, août 2024, ça fait pas longtemps. Il y a eu 2 mandats d'arrêt pour 2,5 milliards de dollars volés au fisc irakien. C'est un pays qui n'est pas contrôlé. L'Irak n'est pas contrôlé. Et dans les médias irakiens, ils parlent de vol du siècle. Car ce vol-là, ces 2,5 milliards volés au fisc irakien, date de l'automne 2022. Et on parle de vol du siècle. Certains même parlent de braquage du siècle. L'Irak ne contrôle ni sa sécurité, ni la vente de son pétrole, ni le contrôle de ses impôts. C'est l'anarchie sécuritaire, politique, fiscale, énergétique, pétrolière. Et en 2005, vous allez me dire que ça fait 20 ans, mais les habitudes sont toujours là. Regardez, 2 milliards de dollars ont été détournés par des diplomates de 60 pays. À l'époque, l'Express titrait les ripoux de la diplomatie. Et parmi ces diplomates ripoux, c'est-à-dire véreux, corrompus, il y a les Russes, les Chinois, bon ça on va dire c'est normal, et il y a aussi les Français, les Anglais. Et parmi les Français, il y avait qui? Vous allez sourire. Il y avait le secrétaire général du Quai d'Orsay. Vous savez c'est quoi le Quai d'Orsay? Le Quai d'Orsay, c'est le ministère des Affaires étrangères, qui s'appelle Serge Boisdevet. Et un autre diplomate qui s'appelle Jean-Bernard Mérimée. Donc l'Irak, on ne peut pas lui faire confiance. C'est un pays qui n'est pas géré. C'est un pays qui est presque comme la Libye. Et je continue parce que vous savez, j'adore parler de Total. Vous croyez que Total arnaque notre pays uniquement? Non, regardez. En 2016, Total a été condamné à payer 750 000 euros. Vous imaginez 750 000 petits euros. Et pourquoi? Car lorsqu'il y a eu la première guerre en Irak, en 1991, l'ONU a empêché l'Irak de vendre son pétrole. Et il y a eu une résolution votée en 1995 par l'ONU qui permettait au peuple irakien d'être nourri dans le cadre d'un programme qui s'appelle Pétrole contre nourriture. En clair, c'est l'ONU qui devait gérer l'argent du pétrole irakien et c'est l'ONU qui, chaque année, contrôlait la livraison de nourriture exclusivement, car l'ONU ne voulait pas que l'Irak puisse acheter de l'armement militaire pour envahir ses voisins, comme il l'avait fait en août 1990 avec le Koweït. Et notre ami Total, qui fait pression sur l'Algérie pour obtenir 25 ans de pétrole et de gaz gratuit au cadre du renouvellement des gisements de TFT pour le gaz et de pétrole à Hassi Barkin. Vous savez ce qu'a fait notre ami Total? Eh ben, Total a détourné le programme onusien pétrole contre nourriture. Et de quelle façon? C'est pas moi qui le dis, hein, vous savez c'est qui? C'est la justice française, donc la cour d'appel française. Donc c'est Parachine Nekaz. Et Total
Donc l'enquête de la justice française a démontré que Total avait acquis 37 contrats de vente de pétrole irakien sur le marché secondaire de 2000 à 2002, parmi lesquels 30 contrats auraient donné lieu au versement de surcharge. Vous savez ce que ça veut dire, surcharge? C'est que Total s'est entendu avec les Irakiens, par exemple, pour payer le pétrole à hauteur d'1 milliard de dollars, mais il rajoutait 20 ou 30 ou 40%. Et au lieu que ce soit 1 milliard de dollars, il disait que c'était 1,5 milliard de dollars. La différence, ils se la partageaient tous les deux à l'étranger. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est la justice française. Et donc, Total est soupçonné d'avoir procédé par le biais d'intermédiaires, suivez-moi du regard, comme Shakib Khalil, Tqaddour, Farid Boujaoui, etc. Donc Total est soupçonné d'avoir procédé à des paiements de surcharge, c'est-à-dire on fait gonfler le prix, ou surfacturation, comme dirait le président Abdelmajid Tebboune. Donc, je répète, Total est soupçonné d'avoir procédé à des paiements de surcharge, c'est-à-dire surfacturation, sur des comptes ouverts à l'étranger par des fonctionnaires irakiens. Sur des comptes ouverts à l'étranger par des fonctionnaires irakiens. Et Total a été condamné pour cela. Voilà. Total, condamné. Vous savez, il y a qu'en Algérie qui sont pas condamnés, Total, hein, mais en France, Total est condamné. Regardez, Total condamné pour détournement de fonds. Donc, vous croyez que, à la lumière de tout ce que je viens de vous dire, vous croyez que c'est bien pour le président algérien de se rendre en Irak? Non. Vous savez pourquoi? Parce qu'en Irak, on peut payer n'importe qui pour abattre un avion. Et avec la crise qu'il y a entre Paris et Alger, vous savez qu'il n'y a plus d'ambassadeur algérien à Paris, il n'y a plus d'ambassadeur français à Alger. Souvenez-vous de ce qu'a dit l'ancien juge antiterroriste, je vous le redis pour la deuxième fois. Il a dit qu'il serait très heureux qu'il y ait un renversement de régime en Algérie. Et quel serait le meilleur scénario pour qu'il y ait un renversement de régime en Algérie, c'est-à-dire un coup d'État? Ce serait un voyage, par exemple, du président Abdelmajid Tebboune en Irak. Ce que je ne lui souhaite pas. Et il pourrait se passer ce qui s'est passé au Ghana le 24 février 1966 ou en Libye le 1er septembre 1969, Be'ed Shaf. Donc, Monsieur le Président Abdelmajid Tebboune, je vous invite à écouter le conseil du peuple algérien. N'allez surtout pas en Irak au sommet arabe qui va se tenir à Bagdad au mois de mai, qui est le mois de la malédiction. Je vous ai cité plusieurs exemples d'avions, d'hélicoptères qui ont été abattus. Et en plus de cela, vous savez très bien que ce sommet arabe sera un échec sur le plan diplomatique. Il n'y a absolument rien à gagner à se rendre à ce sommet. Le plus important, c'est de mettre en place cette mobilisation générale que vous avez fait voter le 20 avril dernier. Il faut mettre en place les 4 fronts dont je vous ai parlé: front médiatique, front diplomatique, front intellectuel et front juridique, pour défendre l'Algérie, défendre notre communauté à l'étranger et œuvrer pour le bien de notre peuple. Barakallahu fikum, tahiyya al-Jazair, wa Allah yarham shuhada.